Bonjour Monsieur Clément, merci d'avoir accepté ma proposition d'interview. C'est un grand plaisir de vous recevoir. Bonjour. Donc, vous êtes jardinier, paysagiste, botaniste, entomologiste, biologiste et écrivain. Vous avez créé plusieurs concepts en lien avec le jardin. Donc, vous allez un peu nous expliquer un peu en quoi consistent ces concepts. Donc, pour commencer, Monsieur Clément, quels étaient les éléments déclencheurs de votre passion pour le jardin, pour la nature? Alors, ça a commencé pour moi quand j'étais petit avec les insectes. Et quand j'ai appris qu'une chenille, ça donnait un papillon, là, j'ai trouvé ça fantastique, étonnant. La métamorphose, c'est une espèce de miracle bizarre. Et j'ai fini par élever des papillons dans des anciens euh, cages, enfin, qui avaient rien, enfin, qui n'étaient pas destinés à ça, mais finalement qui m'ont été très utiles. Et puis après, j'ai fait comme toujours, comme tout le monde, mes études, mais je me suis intéressé aussi, sans m'en rendre compte, à tout ce qui constitue l'écosystème. À partir du moment où on s'intéresse à un insecte, on est lié aux plantes parce que les chenilles, par exemple, vont manger des plantes. Voilà, les larves ont un rôle avec d'autres espèces. Elles vont même elles-mêmes être dévorées par des oiseaux ou par d'autres. Enfin, on est dans l'écosystème. Donc cette complexité aussi m'a beaucoup intéressé. Et puis voilà, j'ai poursuivi mes études sans savoir vraiment ce que j'allais faire dans ma vie, jusqu'au jour où en deuxième, en seconde, en classe de seconde, donc vers la fin du parcours avant le bac, j'ai eu la chance de discuter avec une professeure de sciences naturelles qui voyait que le domaine dans lequel j'étais bon, bah, c'est celui-là, tous les autres, j'étais pas bon du tout. On est redoublé deux fois des classes. Et elle me dit, ben voilà, il existe un métier qui s'appelle paysagiste. Et je ne savais pas que ça existait. Et il faut faire des études d'ingénieur horticole. Et ensuite, il y a une branche qui permet d'accéder à ce métier. Et c'est ce que j'ai fait. Et à partir du moment où j'ai su où j'allais, ben, je suis devenu bon élève. Mais avant, jamais, quoi. J'ai eu beaucoup de chance. Donc, il y a deux choses qui vous ont quelque part formé. Vous dites que c'est le jardin et les voyages. Alors, les voyages, ça m'a été pour moi une mécanique de révélation importante. Aller découvrir dans d'autres pays du monde d'autres façons de voir le monde. En plus du fait qu'il y a d'autres espèces, d'autres végétaux, etc., très différents, paysages aussi, bien sûr, mais culturellement, c'est tellement autre chose que moi, ça m'a beaucoup plu et ça a remis en cause je ne dis pas la culture à laquelle j'appartiens, mais la certitude que c'est la seule qui valent quelque chose. Ça, non. J'ai abandonné l'idée que la culture à laquelle j'appartiens serait la seule importante sur la planète. Ça, sûrement pas. C'est même préféré vraiment d'autres, quoi. Donc, et le fait de voyager est aussi quelque chose de très important. Euh, c'est c'est savoir où on habite quand on revient. Parce que sinon, on ne sait pas très bien, on n'a pas les points de comparaison. Mais avec le voyage, on les a. Et on peut dire, ah ben voilà, comment ça se passe chez nous par rapport à d'autres régions du monde. Alors, on va parler de vos concepts. Alors, donc, en gros, si je résume, donc il y a le jardin en mouvement, il y a le jardin planétaire et le tiers paysage. En gros, sont des concepts qui découlent d'observation qu'un paysage naturel n'est jamais en gros figé et que les espèces et les gènes doivent circuler. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ces trois concepts en détail? Alors, on dit effectivement qu'il s'agit de concepts. En fait, moi, je n'ai pas voulu euh, faire des propositions qui seraient strictement conceptuelles. Tout vient du constat, Ouais. c'est-à-dire d'une pratique aussi sur le terrain et d'un constat. Alors, le jardin en mouvement est issu du respect, enfin,
la volonté que j'avais, disons, de respecter la dynamique des végétaux, la vie dans son ensemble, y compris celle qui consiste à se déplacer sur le terrain, et c'est le cas d'espèces à cycle très court, les annuelles ou les bisannuelles, qui vont se reproduire uniquement par la graine, et les graines vont quelquefois être transportées, même presque toujours, par le vent ou par des animaux, et ça va se ressemer ailleurs. Et si la plante est suffisamment importante, comme la berce du Caucase, c'est à elle que je dois finalement cette notion, eh bien, elle va transformer le paysage d'une année sur l'autre. Les perspectives, les profondeurs ne sont plus les mêmes. Et c'est comme ça, à l'issue au bout de 8 ans, 9 ans de pratique et de jardinage, à partir du moment où j'avais acheté un bout de terrain pour faire un jardin, que j'ai dit, ben voilà, je me suis dit, mais le jardin que je fais, il est en mouvement. Et j'ai fini par écrire un texte qui est devenu un livre et qui s'appelle Le Jardin en mouvement et qui effectivement change de paysage, enfin micro-paysage, mais tous les ans. Et puis, un peu plus tard est arrivée la notion de jardin planétaire au moment où, euh, faisant des voyages autour du monde pour différentes raisons, pour notamment le jardin du domaine du Rayol, donc climat méditerranéen dans le Midi, où là, je continue d'ailleurs d'en faire le suivi depuis plus de 30 ans. Je suis allé dans des régions du monde de zones climatiques méditerranéennes et j'ai pu constater que, vu la façon dont la planète était occupée par les humains, on pouvait dire, eh ben voilà, il y a des convergences énormes entre la planète elle-même et un jardin tel qu'on l'entend. Un jardin, c'est un enclos qui protège le plus urgent, le vivrier, ce qui nous permet de vivre. Ça n'existe que dans l'eau, qu'avec l'eau. Il faut de l'eau, sinon il n'y en a pas. Alors les limites de la biosphère, c'est également celle de l'eau. C'est le sommet de la troposphère en haut, c'est le fond de l'océan, en 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer et 10 000 en dessous. Et c'est tout. Il n'y en a pas ailleurs de la vie. Donc on est dans la définition de l'enclos. Ensuite, la couverture anthropique. Le jardinier, il est dans son jardin partout. Les humains sont partout sur la planète. Et ensuite, il y a le brassage planétaire. Le premier jardin, il est issu de plantes que l'on vient installer dans un petit enclos, donc, mais qui sont, elles, originaires d'ailleurs. Parce que avant que les humains ne se sédentarisent, c'était des nomades, ils ramassaient, ils cueillaient, ben là, ils plantent, mais ils sont allés les chercher, là où ils savaient qu'elles existaient. Et c'est une première importation qui a donné lieu à cette diversité comestible à l'intérieur du jardin. Et parfois, certaines de ces espèces se sont échappées des enclos pour aller coloniser, vont s'installer dans le sol à côté, à partir du moment où le climat est le même que leur pays d'origine. Et ça s'appelle des biomes, des ensembles de compatibilité de vie sous un climat déterminé. Mais cette diversité issue du brassage, elle est très très ancienne, elle date de l'humain, mais en réalité elle est même d'avant, parce que les plantes voyagent, les animaux évidemment systématiquement sont animés, mais les plantes voyagent énormément par les graines qui sont transportées par le vent, par des graines transportées par des animaux eux-mêmes, compris dans leur tube digestif, etc. Donc on a ce mécanisme en permanence. Et je me suis dit, ben voilà, la planète est un jardin. Et que lorsqu'on m'a demandé de faire une exposition à la Villette à Paris sur le thème du développement durable, j'ai dit non, il n'y en a pas question. Ça, 99, c'est ça. ouais, 99-2000. Là, moi, je vous propose le jardin planétaire et Bernard Latergé, qui dirigeait à l'époque ce lieu, m'a dit oui, je suis d'accord. Je fais comme ça. D'ailleurs, vous disiez que qu'on avait un peu de, vous étiez un peu quand même en avance par rapport au temps. Est-ce qu'aujourd'hui on a encore du retard? Alors, justement, à propos de, oui, on a bien sûr beaucoup de retard, mais à propos du troisième, entre guillemets, concept,
c'est le tiers paysage. Là, il y a de plus en plus de projets qui intègrent cette notion. C'est pas forcément des projets que je fais moi, hein, mais d'autres. Donc, il y a quand même des prises de conscience qui ont beaucoup changé et qui fait qu'on modifie à la fois la compréhension, la vision, mais aussi l'action sur le terrain. Alors, le tiers paysage, c'est le troisième paysage issu d'une analyse paysagère autour du lac de Vassilière. Alors ça, c'était il y a longtemps, hein. J'ai plus la date précise, mais bref, c'était 20 ans. Et là, après avoir analysé le paysage comme étant binaire, masse forestière d'un côté et prairie de l'autre, donc ombre et lumière, constatant qu'il n'y avait pas de diversité dans ces milieux-là parce que les humains y travaillaient beaucoup, enfin, dans l'espace rural, hein, avec leurs actions rurales. Et finalement, c'est dans une troisième catégorie de paysages, là où ils n'interviennent pas, les humains, que je trouve la diversité. Les bords de route, les sommets des collines, les bords de rivières, les tourbières, enfin bref. Et j'appelle ça le troisième paysage, celui de la diversité. Compliqué à le lire d'un point de vue paysager, parce que ce sont des espaces très différents physiquement les uns des autres. Mais je l'appelle quand même comme ça. Et finalement, je le baptise tiers paysage en relation, en mémoire, disons, de la notion de tiers état que Sieyès, au moment de la Révolution, disait, voilà, c'est qui? C'est tout le peuple, en fait, c'est toute la diversité humaine. Qu'a-t-il fait jusqu'à présent? Ben, pas grand-chose, il n'avait pas les moyens. Qu'aspire-t-il à devenir? Quelque chose. Et là, je ne suis pas sûr que cette diversité non, que je mets en avant aspire à devenir quelque chose elle-même, mais je pense que nous en avons besoin, donc il faut la valoriser et lui donner un autre nom que friche, abandon, des trucs comme ça. On lui dit qu'il y a paysage. Et aujourd'hui, c'est effectivement regardé comme quelque chose qui est important parce que c'est la diversité biologique. Alors, il y a des choses qui m'intéressent d'ailleurs dans ce que vous avez dit, c'est que on n'est pas forcément, il n'y a pas besoin de connaître le jardinage pour être un bon jardinier planétaire. L'essentiel, c'est d'avoir cette conscience des choses. C'est ça. Si on a la conscience, on comprend, on l'a souvent parce qu'on a compris, et à ce moment-là, on vit autrement, on change de mode de vie, on respecte la vie des autres êtres non humains. On n'est pas obligé de les détruire simplement par une illusion de la maîtrise, pour des raisons très contestables, enfin, qui n'ont rien de sensé, alors qu'il faudrait au contraire protéger parce que justement, nous dépendons de cette diversité. Donc ça, c'est en train de changer très doucement. Que malheureusement, on est dans un espace de soumission aux lois du fric, de l'argent, de la rentabilité. C'est ça ou rien, alors que c'est pas du tout ça la vie. On doit imaginer de vivre complètement autrement. Et on commence à le faire, mais avec beaucoup, beaucoup de modestie. C'est pas grand-chose, en fait, hein. Mais ça commence. Alors j'aime aussi le fait de dire que vous avez dit que d'avoir un potager, un jardin, c'est quelque part, ouais, c'est résister à ça, quoi. Donc est-ce que vous Oui. pouvez expliquer un peu ce que c'est le jardin de résistance? La de résistance, c'est en fait ceux qui permettent un accès à la gratuité, alors qu'on vous demande d'acheter, de consommer tout le temps, en passant par le fric, la dépense, voilà, euh, la surveillance bancaire, les assurances, etc. Et on peut pas du tout faire, on peut faire vraiment, vraiment autrement. Mais c'est très mal vu. Lorsque vous traitez votre plant de tomates avec un purin d'ortie, là, vous pouvez être taxé, je dis pas mis en prison, mais presque, parce que vous utilisez un produit qui est mal perçu. Or, il est mal perçu, pourquoi? Parce que c'est gratuit. Vous pouvez le fabriquer vous-même. Hmm. Il y a eu une loi d'interdiction.
de ces produits-là en 2007, je crois, qui s'appelait la loi d'interdiction de l'usage des PNPP. Alors PNPP, ça veut dire produits naturels peu préoccupants. C'est peu préoccupant, mais ça préoccupe quand même quelques-uns, hein. Et ce sont les banquiers, enfin ceux qui veulent du fric, pas que les banquiers, hein, il y en a plus que ça. Et donc, il faut acheter les produits dans les magasins, mais les fabriquer soi-même, ça c'est très très mal vu. Heureusement, il y a eu un amendement à cette loi, et en France, pour l'instant, on peut encore fabriquer ces produits-là sans se faire attraper, taxer, voilà. Mais on ne sait jamais, peut-être qu'un jour l'Europe, parce que c'est resté, ces produits-là sont considérés comme des phytosanitaires par l'Europe, et on peut de nouveau avoir des interdictions. On est dans cette délicatesse-là, interdiction d'accès à la gratuité. Et le jardin permet ça, la gratuité. J'aimerais avoir vos points de vue sur tout ce qui se passe en ce moment, la technologie, l'accélération de la technologie, l'intelligence artificielle qui intervient. Sur mon point de vue personnel, je pense on revient tous à la source, hein. Pour moi, les racines, la terre. Donc, quel est votre avis dessus? Alors, on est en pleine illusion de la maîtrise. C'est vraiment une illustration caricaturale de ce principe, l'illusion de la maîtrise par la technologie et l'intelligence artificielle, qui sera incapable, à mon avis, d'inventer, est un outil qui nous robotise un peu plus que d'habitude, avec plus d'efficacité. Mais c'est tout, c'est pas plus que ça. Donc je la regarde avec énormément de distance, je ne m'en sers pas d'ailleurs, parce que c'est pas ça qui m'intéresse. Je préfère vivre moi, avec mon autonomie d'esprit et biologique, c'est tout. Et pas être soumis aux ordres de IA. Alors, Monsieur Clément, est-ce que vous avez un message pour pour les jeunes qui veulent se lancer, créer leur potager, leur jardin? Alors oui, bien sûr, enfin, message, je ne sais pas, mais je leur souhaite justement un, un accès à l'équilibre. Un jardin est un territoire mental d'espérance. Quand on met une graine, c'est pour demain. Il n'y a pas beaucoup de, disons, de lieux d'action qui nous permettent de vivre et où on a ce mécanisme fantastique positif. Et ça vient du fait que nous travaillons avec des êtres vivants, les plantes, et qu'elles aussi ont leur capacité d'invention. Avec les changements climatiques, elles inventent des choses nouvelles. Donc, on est sans arrêt en train de s'étonner, et je trouve que c'est très important qu'il y ait un dialogue qui s'installe entre nous et les êtres vivants non humains. Et ça nous rend heureux. On n'est pas dans la guerre, on est dans le dialogue et la cohabitation. Super. Bon, pour finir, alors peut-être la liste est longue, mais quelles sont les personnes que vous vouliez remercier qui ont fait de vous ce que vous êtes? Oula! Alors évidemment, il y a Philippe Descola, qui est quelqu'un d'extrêmement important pour moi. Il y a Henri Laborit, alors je l'ai pas connu, hein, mais j'ai lu ses livres. Euh, je suis désolé parce que là, en mémoire, il faudrait Ouais. que je revienne il y en a que j'oublie. Et si je retrouvais la liste, ben faudrait que je la fasse en fait. Faudrait que je la fasse parce que je l'ai pas faite cette liste-là. Alors, il y en a plein d'autres, hein. Des gens qui ont éclairé, des écrivains, hein. C'est surtout des scientifiques d'ailleurs, mais aussi des philosophes, des poètes, enfin voilà quoi. Alors je les ai pas tous en tête là, il faudrait que je désolé de ne pas pouvoir vous répondre correctement à la question. Bon, en tout cas, Monsieur Clément, merci beaucoup pour ce temps et ce partage. Et puis, comme je dis toujours, l'aventure continue. L'aventure continue, exactement. Eh bien, bonne journée. Merci à vous. Au revoir.